Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et avant de commencer cette émission, je vous rappelle que ce numéro d'Immédiat est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Éric Zemmour, le retour qui affole les médias. C'est la nouvelle qui provoque des crises d'urticaire chez tous les journalistes de gauche, et ils sont quelques-uns. L'écrivain et éditorialiste de droite va vraisemblablement animer une émission quotidienne sur CNews. Revue de presse. La semaine médiatique aura une fois de plus tenu toutes ses promesses. Parmi les sujets abordés dans cette revue de presse, le parti pris pro-PMA des médias et la soumission à l'islamisme. Greta Thunberg, le crépuscule d'une idole. Après un discours très violent à la tribune de l'ONU, les éditorialistes et les journalistes français semblent vouloir prendre un peu de recul par rapport à la folie Greta. L'ado n'est plus en odeur de sainteté médiatique. Une convention médiatiquement incorrecte. La convention de la droite aura lieu ce samedi à Paris, co-organisée par le média L'Incorrect. L'événement a suscité une belle polémique médiatique cette semaine. Jean-Yves Le Gallou nous expliquera pourquoi. Et pour commencer cette émission, l'image de la semaine, et Jean-Yves, cette image, c'est celle de Donald Trump à la tribune de l'ONU. Oui, qui tient un discours qui est tout de même tout à fait intéressant de la part du chef d'État de la première puissance mondiale en état actuel des choses. Il dit, même dans les nations libres, on voit des signaux alarmants pour la liberté, un petit nombre de réseaux sociaux est en train d'acquérir un immense pouvoir sur ce que nous pouvons voir et sur ce que nous pouvons dire. Voilà. C'est-à-dire que il y a vraiment un problème de censure et il a le mérite de le poser. C'est quand même assez amusant de voir que le président des États-Unis est aujourd'hui en opposition avec les GAFA, qui sont une création au départ de l'État profond américain. Et on peut aussi noter qu'il y a un traitement médiatique de l'affaire qui est assez intéressant, puisque les médias français n'ont pas traité de la même manière que les médias américains. Donc tout ce qui est censure des réseaux sociaux ne peut plaire qu'aux médias français, donc ils n'en ont pas parlé. Par contre, le Daily, ou n'en ont pas parlé, ou en ont parlé de manière très 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 marginale, tandis que le Mail Only en a fait effectivement un grand article. Il y a un petit peu plus de liberté, malgré tout, dans les médias anglo-saxons que dans les médias français, mais enfin c'est pas très difficile. Passons au premier sujet. Éric Zemmour, le retour qui affole les médias. Le Z est de retour dans l'arène. Le monde médiatique est en ébullition depuis l'annonce de la nouvelle par Le Parisien. Alors Jean-Yves, ce retour sur CNews, est-ce que c'est une surprise ? Oui, puisque effectivement, il n'a pas quitté CNews, comme le dit Le Parisien dans un titre mensonger, puisque à l'époque, il avait été viré. Il y a une petite différence, de CNews. C'est pas tout à fait pareil. Il a même d'ailleurs gagné le procès qu'il avait fait à l'époque. Et donc, le fait qu'il revient est effectivement une nouvelle. Précisément, l'article du Parisien a pour but qu'il ne revienne pas. Il s'agit d'annoncer quelque chose d'horrible pour que le cœur des protestataires se lève et que la chose devienne impossible. Donc c'est une torpille du Parisien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ce fameux cœur des protestataires qui s'est mis en branle. On a plusieurs réactions médiatiques, Jean-Yves, qui nous montrent que son retour est plutôt mal vu, si on en croit certains médias. Oui, alors Télé 7 jours parle de stupéfaction, tellement la chose est épouvantable. Les jours, c'est fait par des anciens de Libération. Donc, les purs et durs. Les purs et durs nous expliquent que CNews déroule le tapis brun à Zemmour. Là, on est dans le point Godwin. Plus intéressant peut-être,
Huffington Post s'indigne qu'il soit recruté, que Zemmour arrive sur CNews, puisque il a été provoqué, il a été condamné pour provocation à la haine religieuse. Voilà. Alors, provocation à la haine religieuse, il avait simplement critiqué l'islamisation. Hein. C'est pas, ça fait partie de la liberté d'expression. Alors c'est assez intéressant quand même ça, parce qu'on voit l'alliance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique. Le pouvoir judiciaire procède à de plus en plus de condamnations pour délit d'opinion, confirmé d'ailleurs dans ce cas-là par la Cour de cassation, ce qui est assez grave, parce que la Cour de cassation, souvent, elle considère qu'il faut quand même protéger la liberté d'expression. Et bien là, elle ne l'a pas considéré. Et les médias utilisent ensuite les condamnations judiciaires en disant « mais c'est épouvantable, on ne peut pas... donner la parole à quelqu'un qui est condamné judiciairement, ce qui est tout à fait faux, parce que beaucoup de journalistes sont condamnés parfois pour diffamation, on continue de leur donner la parole. Donc là, c'est un petit peu pareil. Alors ce qui est grave dans cette affaire d'ailleurs, c'est cette notion de condamnation pour haine religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam et l'islamisme, en l'occurrence. Alors qu'on a le droit de critiquer le catholicisme, on ne s'en prive pas. On a le droit aussi de critiquer toutes sortes d'idéologies. On a le droit de critiquer le communisme, on a le droit de critiquer le nazisme, on a le droit de critiquer le libéralisme, on a le droit de critiquer même, pour le moment encore, le mondialisme. Donc on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer l'islamisme. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de prétention de l'islam à l'interdit de toute critique ? On est en train de rétablir l'interdiction du blasphème. C'est tout de même assez incroyable de la part de gens qui se prétendent progressistes et éclairés. Bon, ceci étant, ce qui fait le succès de Zemmour, c'est qu'il parle cash. Il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il dit les choses. C'est ça qui fait son succès. C'est pratiquement le seul à avoir le courage de dire les choses cash et ensuite de ne pas s'excuser. Voilà. Ce qui lui vaut c'est donc pour ça des qu'on veut le désagréments. faire taire, bien sûr. Pour illustrer le fait que les condamnations judiciaires permettent ensuite à des éditorialistes, des journalistes de se prononcer contre l'avenue de Zemmour, eh bien voilà Gérard Miller qui se prononce sur le choix de CNews. Si vous me demandez s'ils ont raison, je vous répondrai non. Ils font ce qu'ils veulent et Berkoff ne craignait rien. La liberté d'expression est à peu près respectée dans ce pays. Cela dit, je considère effectivement que c'est indigne. Et toujours sur Europe 1, Gérard Miller qui critique le fait qu'on ne donne pas assez la parole aux opposants à Zemmour. CNews fait ce que la chaîne veut. Cela étant, j'aimerais qu'on donne autant la parole à des opposants de Zemmour qu'on le donne à Zemmour lui-même. J'ai plutôt l'impression que les immigrationnistes, les homosexualistes et tout, on les voit tout le temps partout. Donc effectivement, quand on voit Zemmour, de temps en temps, ça peut changer. En l'occurrence, le projet d'émission, ça sera 1 heure, effectivement, de débat où il y aura Zemmour et il y aura des contradicteurs. Alors la question qui se pose, je crois qu'il n'est pas encore réglée entre Zemmour et CNews, mais qui est en voie de règlement, c'est de savoir s'il va avoir chaque jour un interlocuteur différent ou des interlocuteurs différents qui seront invités pour cette émission et pas ensuite réinvités, ou s'il y aura... Puisque l'émission, ça sera le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi de 19h à 20h. S'il y aura un opposant du lundi, un chroniqueur en quelque sorte opposant du lundi, un chroniqueur opposant du mardi, un chroniqueur opposant du mercredi, un chroniqueur opposant du jeudi, qui se retrouveront ensuite la semaine d'après. Mais en toute hypothèse, ça sera des débats et des débats contradictoires. Donc Gérard Miller va être content. Donc Gérard Miller devrait être content. Non mais Gérard Miller, il ne pourrait être content que si uniquement des Gérard Miller, on pourrait cloner en quelque sorte, avaient le droit à la parole sur tous les médias. Voilà, c'est... Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les propositions qu'a reçues Éric Zemmour Alors, je crois que ce qui est intéressant dans l'affaire, parce que là, c'est CNews qui est contesté parce qu'ils vont recruter Zemmour, mais Zemmour avait reçu des propositions des 2 autres chaînes en continu, à savoir de LCI et de BFM TV. Donc il a eu le choix. Alors pourquoi a-t-il choisi CNews ? Je crois pour 2 raisons. La première, c'est qu'il va intervenir 4 jours dans la semaine, ce qui est quand même assez dur, assez exigeant, mais intéressant. Et parce que, alors ça c'est un peu paradoxal, parce que CNews, aujourd'hui, a moins de vues que LCI, sur cette tranche horaire, moins de vues que LCI en direct. Après, il y a les reprises sur les réseaux. Moins de vues que LCI, moins de vues
que BFM. Il y a 70 000 vues, je crois, sur CNews, et il y en a le double sur LCI et sur BFM TV. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Zemmour prend la chaîne où il y a le moins de vues? Parce que c'est là que sa capacité d'attraction va être la plus forte. Il veut faire monter l'audience. C'est un vrai défi. Il va faire monter l'audience. Il n'y a pas de souci à avoir. Il a toujours fait monter les audiences partout où il était. Et quand il est parti, les audiences se sont effondrées. Encore une fois, pour une raison que j'ai dit tout à l'heure. Il dit les choses cash, de manière réelle, de manière vraie, avec le risque d'avoir de temps en temps des procès. Mais les procès d'opinion, c'est le prix de la liberté. Et il ne s'excuse pas. Voilà. Donc là, c'est une rareté dans ce monde de repentance et de demi-mesure permanente. En tout cas, ça sera une émission à suivre avec attention et qui risque de faire parler d'elle. C'est sûr. On suivra ça, bien sûr. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, c'est ce visuel électoral de la FCPE avec une femme voilée qui déclare « Oui, je vais en sortie scolaire ». Et alors, donc, une affiche qui instrumentalise la question des sorties scolaires pour les femmes voilées et qui a provoqué les débats médiatiques durant tous ces derniers jours avec plusieurs interventions de divers éditorialistes. Et notamment cette intervention de Charlotte Dornelas qu'on va regarder tout de suite. Ce qui fait d'autant plus réagir dans l'affiche, c'est le « et alors » qui est clairement provocateur et voulu comme tel. Tu vois du prosélytisme ça, c'est sûr. dans cette affiche ? Comment ? Est-ce que tu vois du prosélytisme ? Ah bah j'y vois du prosélytisme multiculturaliste de la part de la FCPE. Moi, j'en vois aucun. Je crois qu'en l'occurrence, la FCPE, qui est le syndicat maison d'éducation nationale, ce sont les parents manipulés par les profs et manipulés par les profs francs-maçons. C'est ça la réalité de la FCPE. C'est un discours qui est un peu dur, mais il n'y a pas que ça, il y a des gens de bonne volonté qui y sont, sans souci. Mais ce sont des crétins, pardon de le dire, parce qu'ils sont manipulés par une association qui manipule... Je vous trouve extrêmement dur, Jean-Yves, mais... Qui manipule les parents d'élèves depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, comme ils font de l'électoralisme en banlieue, ils relaient, bien qu'au départ, ce soit les gens qui étaient laïcs, où va-t-on, ils relaient la campagne de propagande islamiste en faveur, pour parler comme eux, des mamans qui doivent pouvoir porter le voile pour accompagner les enfants à l'école. Tout à fait. Les mamans peuvent porter le voile pour accompagner les enfants à l'école dans les pays musulmans. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, pourquoi pas. Mais en Arabie Saoudite aussi. Mais en France, peut-être pas, parce que c'est pas notre civilisation. C'est un débat qui est quand même très complexe et qui médiatiquement, en tout cas, a bien monopolisé l'antenne. Autre sujet, celui de la procréation médicalement assistée. Jean-Yves, c'est le débat politique du moment, avec cet avis de l'Académie nationale de médecine qui estime que de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la figure du père reste pourtant fondatrice pour la personnalité de l'enfant, comme le rappellent des pédopsychiatres, pédiatres et psychologues. Alors on voit, Jean-Yves, un avis d'experts, de sachants, mais... rédigé de manière nuancée, très prudente, prudente, ce qui est normal pour un collectif d'académie. Mais il semblerait que les médias aient réagi un petit peu étonnamment. Oui, alors ce qui est assez amusant, c'est que l'événement, c'est que l'Académie de médecine prend en gros position ou alerte sur les dangers de la PMA. Bon, c'est ça l'information. Et dans les médias, ça donne des titres différents. Dans le Huffington Post, pourquoi l'avis de l'Académie de médecine sur la PMA surprend même ses membres. Ben non, c'est pas ses membres, c'est une minorité de ses membres. Mais on inverse l'information. Dans le sous-titre, on voit plusieurs de ses membres sont sceptiques. Donc plusieurs, c'est combien ? C'est 1, 2, 3. Bon. Dans l'Express, PMA pour toutes, la communauté médicale, c'est un nouveau concept, divisée sur le sujet. C'est pas la communauté médicale, en l'occurrence, il y a une académie de médecine qui a pris une position. On peut contester, mais le fait, c'est ça. Surtout qu'il y a une division, quand il parle de division, c'est mineur. On inverse. Alors, on comprend après, la ministre estime, Madame Buzyn, que les réserves de l'Académie de médecine sont datées. Alors ça, c'est l'argument absolument... l'ultima ratio des antiracistes, c'est le point Godwin. L'ultima ratio des progressistes,
c'est toute idée dans l'air du temps est meilleure que ce qui se faisait avant. Ça peut arriver qu'une idée dans l'air du temps soit meilleure que ce qui se faisait avant, mais c'est pas un absolu, mais c'est un absolu progressiste que Madame Buzyn utilise pour, entre guillemets, ringardiser ses opposants. Voilà. Et évidemment, les médias ont préparé le terrain en disant que l'Académie de médecine était divisée, que les médecins étaient divisés, voilà. C'est quand même exceptionnel. Hein, mais... Ah bah c'est le traitement de l'information. Oui. C'est le traitement de l'information par le titrage, par le biais, par l'angle, voilà. Il est évident que, si vous voulez, si l'Académie de médecine avait dit que c'était très bien, on n'aurait pas parlé des minoritaires. Oui, hein. ça me semble évident. Oui. Avec les médias, si vous voulez, c'est un peu toujours comme ça. Face, je gagne, pile, tu perds. Ben justement, une illustration de ce principe avec cette décision du CSA, puisque vous vous souvenez de cette affaire, la pancarte dans un JT de France 3, Macron dégage, cette pancarte dont le dégage avait été gommé. Eh bien, le CSA vient de rendre son avis sur cette affaire et a condamné France Télévisions. Oui, mais enfin, il a condamné avec 8 mois de délai. Les Bobardards avaient d'ailleurs cité France Télévisions comme candidat. Ils avaient été candidats au Bobard jaune. Ils l'avaient pas obtenu, mais enfin, ils avaient quand même été cités parce qu'ils le méritaient, il faut bien le dire. C'est vrai que les Bobardards étaient plus réactifs que le CSA. Ah oui, plus réactifs que le CSA, c'est sûr. Le CSA a mis 7 mois, 8 mois pour réagir. Et il n'y a pas de sanction. Donc, il y a une mise en demeure, mais il n'y a aucune sanction. Éviter de recommencer les cocos, quoi. Voilà. Bon. Ce qui est d'ailleurs totalement illusoire, puisque toutes les images qui apparaissent sur les 20 heures de France Télévisions, comme du TF1 d'ailleurs, elles sont bricolées. Donc, elles sont éditorialisées. Voilà, éditorialisées, c'est joli. Vous parlez bien la novlangue. Nicolas, bravo. Éditorialisé, voilà, c'est très joli. Alors, autre forme d'éditorialisation, c'est ce qui s'est passé en marge de l'inauguration de l'Institut français de civilisation musulmane à Lyon, avec la présence de l'ancien ministre saoudien de la Charia, qui a un pédigré très chargé, puisque Damien Rieu, dans un tweet, rappelle qu'il validait la torture des apostats, le djihad armé, et qu'il aurait fait exécuter des centaines de personnes. Bah, pour un ministre de la Justice saoudien, c'est assez normal, hein, voilà. Franchement. Et ce qui est assez incroyable, c'est le traitement médiatique autour de cette affaire, puisqu'il y a eu un silence gêné des médias, en fait, des médias locaux. Alors, silence gêné des médias. On voit même d'ailleurs un média local qui parle d'inauguration républicaine. Républicaine, formidable. Hein. Alors, je crois que Slobodan Despot... dont je recommande la lecture de l'Antipresse, l'abonnement de l'Antipresse, le site internet, c'est absolument remarquable, explique qu'on ne reconnaît pas un média de propagande au fait qu'il parle d'événements sans intérêt, mais au fait qu'il taise un certain nombre d'informations essentielles. Et je crois que, on l'a déjà dit un certain nombre de fois, la désinformation par occultation est évidemment la meilleure. Et là, on en a une illustration, je crois, dans l'image qui suit. Exactement, puisqu'on a d'abord ce tweet posté le 19 septembre par le média Lyon Capital, avec une photo où on voit le ruban inaugural découpé par Christophe Castaner et Gérard Collomb, hein, c'est pas des seconds couteaux. Et le président de la communauté urbaine de Lyon. Exactement. Et donc rien à signaler de particulier sur cette photo, juste sur le côté gauche, on aperçoit une forme, mais on ne sait pas trop qui c'est. Sauf que, eh bien, c'est évidemment cet ancien ministre saoudien, et donc la photo est volontairement coupée, et on le voit dans ce deuxième tweet 24 heures plus tard, donc après la mobilisation des réseaux sociaux, et notamment de Damien Rieu, avec cette photo où on voit le ministre apparaître entièrement, et ce titre, gêne après la présence de Mohamed Al-Issa à l'inauguration. Donc, c'était gênant, mais la veille déjà, puisqu'il avait été coupé volontairement, donc les journalistes savaient que ça allait être gênant. La veille, ils avaient titré sur la communion entre l'islam et la République, donc ça faisait un peu tâche, la photo de ce ministre. Donc, mais ça montre que la manipulation est volontaire. Volontaire. Ces gens-là sont des menteurs volontaires. Quand je dis ces gens-là,
Ce sont les journalistes du système dans leur immense majorité. Et pour finir sur cette affaire, le tweet de Damien Rieu, qui était très mobilisé donc sur le sujet, « Les journalistes ont été les premiers à se faire massacrer par les islamistes lors de la nouvelle vague d'attaques terroristes de 2015. Ce sont pourtant ceux qui se taisent le plus. » Bah oui, mais la peine de mort, c'est efficace, hein. Ça dissuade. À la fois, ils sont entraînés, je crois, par deux choses. À la fois le conformisme et la peur, et la trouille. Voilà. Eh bien, ce mélange de conformisme et de peur, c'est peut-être ce qui explique les propos d'Hervé Lebras, qui, dans l'Express, on voit un passage de son livre qui est cité. « Dans une société, certains domaines doivent être exclus de l'investigation scientifique. L'origine étrangère des Français en est un cas. » Que pensez de cette Alors ça, c'est extraordinaire parce que Hervé Lebras a passé son temps à dire « Moi, je suis un scientifique. Moi, je suis un grand statisticien. » Effectivement, il a dirigé des grands organismes statistiques où il a fait deux choses. De l'omerta statistique, il l'explique d'ailleurs, il s'en vante, et de la chasse aux sorcières de ceux qui refusaient l'omerta statistique. Et il a évidemment servi formidablement le système, puisque pendant 40 ans, les médias ont dit les chiffres d'immigration donnés par ceux qui étaient adversaires de l'immigration étaient des chiffres faux, étaient des chiffres exagérés, etc. Tout simplement parce que derrière, il y avait l'omerta statistique. Donc là, il y a eu une alliance de fait entre un grand service statistique, deux grands services statistiques, l'INSEE et l'INED, et les médias, donc les experts et les médias, pour cacher la réalité aux Français et décrédibiliser les hommes politiques ou les hommes de médias qui voulaient poser vraiment les problèmes. Les rares hommes de médias qui voulaient vraiment poser les problèmes. Et puisqu'on parle de se décrédibiliser, eh bien passons au deuxième sujet, Greta Thunberg, le crépuscule d'une idole. Nous vous en parlons depuis longtemps, puisque sur Immédiat, nous avions prévu l'ascension foudroyante de Greta Thunberg, bien aidée par des médias complaisants, et c'était le cas, puisque eh bien, récemment, elle s'est rendue à l'ONU pour prononcer un discours très virulent. Vous m'avez volé mes rêves, mon enfance, avec des mots vides de sens. Et pourtant, je reste quand même une fille très chanceuse. Les gens souffrent, les gens sont en train de mourir. Nos écosystèmes sont en train de s'éteindre. Nous sommes au début d'une extinction globale. Tout ce qui vous intéresse, c'est augmenter la croissance. Comment osez-vous ? Alors ce discours, on va le voir, a interpellé plusieurs commentateurs médiatiques qui ont commencé à revoir un peu leur position sur Greta Thunberg. Mais avant toute chose, il faut quand même voir que Greta Thunberg est toujours soutenue par une partie des médias, avec par exemple Ouest France, qui parle d'une jeune Suédoise qui a marqué les esprits avec sa tirade vibrante, qui mentionne même le fait qu'elle est une icône d'une jeunesse. Le Parisien, Greta Thunberg, les larmes aux yeux lors de son discours à l'ONU. Le Figaro Vox qui donne la parole à Gauthier Besse de la revue Limite. Greta Thunberg, comme Cassandre, dit ce que nous, adultes, aimerions oublier. Et puis évidemment cette une de Libération, qui a peur de Greta Thunberg. On peut également citer Laurent Geoffrin qui semble la défendre de manière imperturbable. Elle fait sortir de leur trou un certain nombre de réactionnaires qui lui tombent dessus à bras raccourcis, parce qu'ils, comme ils n'osent pas critiquer l'impératif écologique, l'urgence écologique, ils s'en prennent à la messagère, parce qu'ils ne peuvent pas dénoncer le message. Elle ne fait que répéter ce qu'il y a dans les rapports du GIEC depuis 15 ans. Et alors, tout le monde lui tombe dessus en disant « mais elle en fait trop ». Mais elle en fait trop, on a besoin d'une prise de conscience pour que les choses changent. Voilà pour la défense, mais la violence, la virulence du discours de Greta Thunberg a fait modifier un petit peu la vision de certains éditorialistes quant à sa personne. Exemple avec Gérard Leclerc. Ça participe à une mobilisation et pour essayer de changer les choses. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'elle a tort sur le fond sur deux choses. D'une part, quand elle condamne la croissance, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit n'importe quelle croissance, mais on ne s'en sortira que par une croissance sobre et donc par de la croissance. Et pareil, quand elle condamne, en gros, le progrès technique et la science. Justement, non, on s'en sortira par la science et par la technique. Là, il pose d'un certain point de vue un vrai débat de fond. La croissance sobre, c'est quand même un concept très, très, très contestable. Par ailleurs, le vrai problème, quand même, c'est la croissance démographique. Et le vrai problème, c'est la croissance démographique africaine.
Parce que qu'est-ce qui met en cause les écosystèmes ? C'est beaucoup la croissance démographique et la croissance démographique africaine. Et ça, personne n'en parle. En tout cas, pas Gérard Leclerc, ça c'est sûr. En tout cas, pas Gérard Leclerc. Alors un autre qui n'en parlera pas, mais qui s'est élevé contre Greta Thunberg, c'est Christophe Barbier. En fait-elle trop ? Oui, il y a un malaise au bout d'un moment, parce que la force de l'émotion, c'est dans sa fonction d'alerte, avec des grands moments symboliques, des cris. Mais quand le cri devient une sorte de récurrence, de répétition, de style, de punchline, comme on dit maintenant dans le langage moderne, ça sent le préfabriqué, ça sent la démarche intéressée. Et là, oui, on a franchement un malaise. Même prudence sur le plateau de punchline pour Pascal Bruckner. C'est fou, quoi. Tout le monde en jouit, tout le monde en profite. L'opinion, les journaux, alors n'en parlons pas, vous les premiers, moi le premier. On est là, on parade avec ça, on parle de ça. Et les politiques, ils sont quittes. Autre prise de position un peu nouvelle, c'est celle de Quotidien avec Yann Barthès qui a osé se moquer de Greta Thunberg avant de se reprendre ce mercredi en pointant du doigt le fait que les détracteurs de Greta Thunberg étaient tous des vieux mâles blancs. Mais Jean-Yves, on voit globalement qu'il y a un petit changement de discours de la part des observateurs médiatiques, c'est à noter. Oui, alors je crois qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, effectivement, elle tient un discours inquiétant, mais elle est elle-même quand même très inquiétante, quoi. Elle a un côté, elle a sa maladie elle son fait autisme peur dans les qui deux joue sens aussi. du terme. C'est peut-être l'idée géniale des communicants d'ailleurs qui l'ont fabriquée, parce que c'est évidemment totalement fabriqué. Je pense qu'elle est sincère dans sa démarche. Qu'ils l'ont encadrée. Elle est peut-être sincère, mais elle est fabriquée. Des jeunes gens ou des jeunes filles ou des jeunes hommes sincères qui pensent qu'il y a un vrai problème planétaire, il y en a des milliers, il y en a probablement des millions. Elle a été fabriquée. C'est pas n'importe qui arrive à Davos avec 200 caméras pour l'accueillir. Donc il y a une fabrication. Il y avait un beau papier de reporter là-dessus qui montrait qu'il y avait des gros intérêts qui l'entouraient. Après, il y a de gros intérêts. S'il n'y a pas de gros intérêts derrière, il n'y a pas d'accès médiatique aussi important. Alors, ce qui amène une certaine réserve, c'est le côté quand même, à un moment, elle fait peur, mais dans les deux sens du terme. Hein, voilà, elle fait peur dans les deux sens du terme. Et puis, il y a le fait que l'action qui a été engagée devant le comité de l'ONU contre la France et quelques autres pays, un peu déplu aux macroniens. Il faut dire d'ailleurs que mettre la France au premier rang des pays qu'on accuse en matière de réchauffement climatique, c'est extrêmement injuste, puisque la thèse réchauffiste, je ne me prononce pas sur son exactitude, la thèse du réchauffement anthropique, c'est que c'est dû au rejet de gaz carbonique. Or, quel est le pays développé qui rejette le moins de gaz carbonique ? C'est précisément la France. Donc, grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, absolument. Donc, pourquoi attaquer spécialement la France ? Évidemment, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas commis la bêtise de signer le protocole qui permet de saisir directement le comité de l'ONU. Les droits de l'enfant, la Convention des droits de l'enfant. Il faut savoir que la Convention des droits de l'enfant, c'est ce qui a servi de base au regroupement familial il y a maintenant plus de 40 ans. Bon, passons. Alors, ce qui est intéressant quand même aussi, sur lequel il faudrait se poser des questions, et là, les journalistes, moi, j'ai rien vu là-dessus, elles sont quelques jeunes, entre guillemets, qui engagent une action très lourde avec des cabinets d'avocats auprès de l'ONU. C'est une affaire qui demande des centaines d'heures de travail, qui va demander des dizaines, des centaines de milliers d'euros. D'où ça vient ? C'est leur argent de poche ? Il y a quand même qui est derrière ? Parce que derrière tout ça, c'est gentil de parler, mais encore faut-il qu'on vous tende une caméra pour parler, qu'on vous tende un micro pour parler, qu'on vous tende une caméra pour que vous soyez vu. C'est gentil de faire des grandes actions judiciaires extrêmement complexes, mais il y a forcément du monde derrière, quoi. Qui manipule ? Ça, c'est quand même une vraie question. Il y a aussi du monde avec Greta Thunberg dans cette plainte, et notamment une Française qui commence à être mise en avant par les médias. Elle s'appelle Iris Duquesne, et on va l'écouter au micro de BFM TV. L'urgence climatique, c'est la plus grosse crise que l'humanité ait jamais connue. Et il faut agir maintenant, on n'a plus le temps. Greta, c'est un modèle, je pense, c'est un modèle pour la nouvelle génération. Et il faut l'écouter, il faut s'unir derrière la science.
Et je pense qu'elle a totalement raison de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Notre génération à nous, déjà aujourd'hui, elle a pris conscience du problème du changement climatique et ce que n'ont pas fait les générations d'avant. Cette jeune fille française est installée en Californie avec son père à San Francisco, son père qui travaille pour Apple. Apple aujourd'hui, qu'est-ce qui produit le plus de gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui augmente le plus les gaz à effet de serre aujourd'hui? C'est tout le réseau Internet, tous les développements technologiques. Donc bon, et surtout, en plus, elle a une casquette Nike. Alors, elle a une casquette Nike qui a dû traverser la planète pour venir là. Nike, c'est pas non plus l'optimum en ce qui concerne l'emploi de leur personnel. Voilà. Donc, il y a quand même quelques contradictions, mais au fond, on est complètement dans le mainstream. Hein. Ouais. On a un père qui travaille chez Apple en Californie, c'est quand même assez chouette. On a une casquette Nike et on est contre le réchauffement climatique. Elle coche toutes les cases. Ouais, et ça n'inquiète pas les médias qui lui tendent le micro et qui vont sans doute la promouvoir un petit peu. Et alors, c'est assez amusant parce que elle met en cause la génération précédente, qui est quand même globalement la génération de 68 ou post-68, qui était déjà une révolte, entre guillemets, de la jeunesse face au monde ancien. Ah oui. Donc c'est pas très très nouveau. Passons au troisième sujet, une convention manifestement incorrecte. Alors Jean-Yves, le média L'Incorrect s'est lancé dans la co-organisation de la Convention de la droite qui réunira ce samedi notamment Marion Maréchal, Éric Zemmour, Candace Owens ou encore Laurent Oberton. Que penser de cette initiative ? C'est assez intéressant de voir un média alternatif qui organise une grande manifestation politique. Honnêtement, beaucoup de médias dominants l'ont fait, donc c'est plutôt pas mal. Alors, L'Incorrect ne fait pas ça tout seul, il fait ça avec l'association Audace, il fait ça avec l'association Racine. Bon, mais c'est assez intéressant. Il y a une dynamique dans cette convention. La dynamique, c'est le fait d'avoir en même temps et Zemmour et Marion Maréchal, et donc d'avoir des gens qui portent globalement à la fois un discours identitaire et un discours conservateur. Voilà. Et c'est de là que vient la dynamique de la Convention, indépendamment de tous ceux qui pourront intervenir par ailleurs. Mais c'est une manifestation alors qui intéresse les médias. Alors il y a eu un incident parce que un des organisateurs a pas voulu tel ou tel journaliste parce qu'il les trouvait entre guillemets dénigrants. Évidemment, la corporation des journalistes jusqu'au Figaro s'est soulevée jusqu'au Figaro. La révolution est en marche et donc finalement tout le monde sera là. Voilà. Je crois qu'il y a 110 personnes, 110 journalistes accrédités, c'est a priori énorme, c'est plus de 2 fois le quota qui leur a été alloué à la base. C'est un peu moins que pour Greta Thunberg, mais c'est quand même pas mal pour Zemmour et pour Marion. C'est pas mal, effectivement. Donc, engouement médiatique pour la convention organisée par L'Incorrect. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.